les escalades et la manière dont l'Iran a visé la Jordanie hier et aujourd'hui. Nima, Nima, could I interrupt just for a second? Nima, je peux t'interrompre une seconde. I was on with our mutual Vas-y. friend Mohammed. Hier, j'étais sur Al Arabiya avec notre ami commun, Mohamed Marandi, et je me suis dit qu'il fallait qu'on mette un visage humain sur tout ce conflit, qu'on se rappelle qu'on est tous frères et sœurs, et que la justice, c'est ce que la plupart d'entre nous, les gens attachés à la justice, veulent vraiment. Et ces gens-là, les gens de la justice, parlent le même langage. Bref, pour faire court, j'ai demandé à un ami irano-américain, pas toi Nima, comment je pourrais dire ce que j'ai envie de dire en farsi. Et j'ai une phrase que j'aimerais commencer par dire. Pour ceux de ton public qui parlent le persan ou le farsi, j'espère que je vais bien la prononcer, c'est mon meilleur essai. Man mikaham yadavari konam ke aksariate mardome Amrika. Et pour ceux qui ne parlent pas le farsi, je voudrais rappeler que la majorité des Américains s'opposent à cette guerre et espèrent un avenir pacifique entre le peuple américain et le peuple iranien. Inch'Allah. Between Americans and Iranian people. Inshallah. Inshallah. Yeah, exactly. Inch'Allah. Ray, Oui, very exactement. powerful message. Ray, c'est un message très fort à mon avis. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment entre les deux nations. C'est vraiment essentiel. Je ne peux pas assez insister là-dessus. I cannot emphasize that enough. Yeah, I think that I hope that the Iranian leaders. Oui, je pense et j'espère que les dirigeants iraniens comprennent que l'administration actuelle et les décisions prises à Washington ne représentent pas la volonté du peuple. Depuis le tout début, plus de 70% des Américains sont opposés à cette guerre. C'est donc une situation anormale qu'il faut traiter avec prudence. Mais au fond, il y a plus de gens justes que d'injustice. J'ai une grande confiance en mes concitoyens américains. Le bien finira par l'emporter. En attendant, patience, délicatesse et diplomatie sont essentielles. Delicacy and diplomacy are essential. Yeah, exactly. Ray. Oui, let's exactement. talk about- Ray, parlons de ce qui s'est passé hier, l'attaque iranienne contre la Jordanie. Et il semble qu'il y ait... Attends, je vérifie ton micro, Ray. On dirait que... Ray, Je ne sais pas. it seems that I don't know. Is Vous m'entendez? yeah, I can. Oui, je vous entends. but Mais il y a un souci avec le micro. something going on with Je vais essayer de my- régler ça. I try to resolve that. D'accord. Yeah. Oui, d'accord. Okay. C'est bon maintenant? Is it okay now? Oui. D'accord. Ray, yesterday there was attack on Jordan, Ray, which hier, il y a eu une later attaque on the contre la side Jordanie. statement, they said two On l'a appris un peu forces plus were tard killed, one grâce au was communiqué saved, du and CENTCOM. something like 15 Ils ont or indiqué que 16 2 soldats avaient été tués, un était porté disparu, et qu'une quinzaine de militaires, peut-être 15 ou 16, avaient été envoyés en Allemagne à cause de la gravité de leur état. Voilà où en sont les choses entre les deux camps. Et aujourd'hui, il y a eu de nouvelles attaques sur le port, ce qu'ils appellent le port d'Aqaba, en Jordanie et près d'Eilat, en Israël. Certains missiles ont été interceptés par le système de défense aérienne israélien parce qu'ils étaient vraiment très proches d'Eilat, de cette zone d'Israël. Voilà la situation en ce moment. Donald Trump, à chaque fois qu'il parle de ce qui se passe, dit que l'Iran n'a pas de force aérienne, pas de marine, pas de missiles, que 99% ont été détruits. Et pourtant, on voit que ça recommence. Quelle est selon vous la situation dans laquelle on se trouve? Et avec les attaques qui ont encore augmenté hier et aujourd'hui, on a eu des frappes contre des usines de dessalement, contre des centrales électriques. On a l'impression que la guerre touche maintenant les infrastructures. And somehow the war is getting to the infrastructure. Well, Nima, with respect to our president, Eh bien, Nima, en ce qui concerne notre président, les premiers peuples sur lesquels nous, Européens à l'origine, avons exercé notre domination, ce sont les Amérindiens. Nous les avons appelés Indiens, par erreur. Et les Indiens avaient cette expression « l'homme blanc parle avec une langue fourchue ». Eh bien, on sait très bien ce que ça veut dire, surtout ces dernières années, et les Iraniens l'ont bien compris. Ils ne se laisseront plus tromper par de belles paroles destinées à des objectifs évidents,
comme rouvrir le détroit d'Ormuz. Quant aux 2 Américains tués, je ne connais pas de réaction immédiate de la part de Trump. I don't know of any immediate response on the part of Trump. I would have expected he would do one of his emails. Je m'attendais à ce qu'il envoie un de ses emails à l'instant. Mais ce que je sais, c'est que la plupart des Américains vont se demander, eh bien, que faisaient ces 2, 3, 4 ou 16 personnes là-bas? La Jordanie représentait-elle une menace? L'Iran était-il une menace pour les États-Unis? Et la réponse est clairement non. Bien sûr que non. Alors que faisaient-ils là? Ils étaient là pour Israël. Israël est derrière tout ce désordre. Et pour la première fois depuis 1948, et je me souviens de 1948, il y avait une grande joie. Un peuple sans patrie trouvait une patrie sans peuple. Un grand mensonge dès le départ, d'accord? Donc pour la première fois depuis cette époque, les Américains ont compris tout ça. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Trump ne doive ajuster sa position et soit agir, soit se taire à propos d'Israël. Maintenant, Israël a été, autant que je sache ces derniers jours, exceptionnellement réservé. Peut-être que vous en savez plus depuis cette nuit. Mais ils attendent de voir jusqu'à quel point Trump va réagir de manière instinctive et faire le travail à leur place. En attendant, ce que je dis ici, c'est que Netanyahou ne peut plus se vanter comme il le faisait. Bon sang, ça fait 25 ans maintenant, en 2001, dans le salon de cette grande sympathisante, quand elle lui avait dit « Mais le monde entier sera contre nous à cause de ce que nous faisons aux Palestiniens. » Et il avait répondu « Ne t'inquiète pas, ce qui compte, c'est les États-Unis. » Et on peut les orienter dans n'importe quelle direction qu'on veut. 80% des Américains nous soutiendront quoi qu'on fasse. C'est absurde. Point final, fin de citation. On a la vidéo. Elle est sur YouTube. Bon sang. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce n'est plus le cas. Plus maintenant. Même au Congrès, certains commencent à parler, à se demander « Est-ce qu'on va laisser les Israéliens nous entraîner dans des guerres impossibles à gagner contre un peuple incroyablement résilient, qui ne nous laissera pas l'emporter et qui est prêt à empêcher le monde de survivre économiquement plutôt que de céder ?» Le détroit d'Ormuz et maintenant Bab el-Mandeb. Voilà les points clés. C'est l'équivalent d'une arme nucléaire pour l'Iran entre les mains des Houthis. Et je veux juste conclure en rappelant le président Kennedy, qui est à l'origine de ma venue à Washington et de mon engagement dans ce genre d'affaires. Il a lancé cet avertissement 6 mois après qu'on ait failli faire exploser le monde avec la crise des missiles de Cuba. Il a dit, écoutez, la pire chose qu'on puisse faire, et on l'a appris, Khrouchtchev et moi, il y a 6 mois, c'est de placer une grande puissance nucléaire devant un choix entre une retraite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, l'Iran a l'équivalent d'une arme nucléaire. Du point de vue du contrôle des détroits dont je viens de parler, ils mettent Trump face à une défaite humiliante. Et mon Dieu, que va-t-il faire? Je n'en sais rien. Il est totalement imprévisible. Est-ce qu'il utiliserait une arme nucléaire ou est-ce qu'il autoriserait Israël à en utiliser une? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que justement parce qu'il est si imprévisible, j'admire, d'une certaine manière, la façon mesurée dont les Iraniens agissent ici. Oui, ils tirent sur 2 navires dans le détroit. Ils restent mesurés dans leur réaction, mais je pense qu'ils vont répondre de façon plus ferme à mesure que ces attaques se poursuivent. Et ça m'inquiète parce qu'une fois acculé, personne ne peut prévoir ce que Trump fera. La bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, l'Iran peut se dire « Eh bien, nous avons le soutien des Chinois, avec une technologie très avancée, qui rend nos missiles déjà très précis, encore plus précis, et nous avons le soutien total de la Russie, juste au nord, qui ne nous laissera pas tomber. Alors j'espère simplement que, s'il reste des gens sensés à Washington, ils finiront par dire à Trump « C'était vraiment une très mauvaise idée. Les Israéliens t'ont piégé là-dedans.
Tu vas vraiment les laisser te pousser à aller encore plus loin. Are you going to let him trick you into proceeding still further? Yeah. Do you think, Ray, Tu penses quoi, Ray, de ce qui se passe en Asie de l'Ouest? Est-ce que ce sont les pays du CCG, tous ensemble? Je ne veux pas parler d'un ou deux en particulier, mais bien de tous, parce que ça fait longtemps que cette approche fait partie de la politique régionale. Accueillir des bases américaines est perçu, d'une certaine façon, comme un moyen d'apporter de la sécurité à la région. Mais au final, tu vois, comme tu l'as dit, Israël, qui a déclenché cette guerre, qui a convaincu l'administration Trump que ça allait être une énorme victoire, à la fois pour Donald Trump et pour Israël, est en train d'échouer. Et aujourd'hui, il ne participe même plus directement à la guerre. En ce moment même, pendant qu'on parle, le conflit oppose les États-Unis et l'Iran, et le champ de bataille, ce sont les pays du CCG et l'Iran, ensemble. Et comment voyez-vous le rôle des pays du Golfe? D'un côté, ils constatent à quel point cette guerre est dévastatrice pour eux. De l'autre, ils coopèrent avec les États-Unis sur la question du détroit d'Ormuz, comme vous l'avez mentionné, ce qui est d'ailleurs important. Le seul objectif, la seule priorité des Iraniens en ce moment, à ce qu'il me semble, c'est le détroit d'Ormuz, le contrôler. Et une fois qu'ils y parviennent, ils peuvent s'en servir comme levier pour agir sur d'autres dossiers importants dans la région. Le Liban, la Palestine, et aussi pour exercer une pression économique sur les États-Unis afin de les pousser à faire quelque chose concernant la question d'Israël. C'est essentiel, Nima. Quand l'Iran a tenu bon face au pire de ce que les États-Unis pouvaient lui infliger, je pensais que les monarchies du Golfe, tous ces rois, ces émirs, toute cette royauté, ma grand-mère irlandaise les appelait les grands pontes, d'accord? Eh bien, je pensais que ces grands pontes seraient assez lucides pour sentir d'où vient le vent, bon sang, pour regarder la carte, pour examiner l'inventaire des armes que les États-Unis ont, qu'ils ont encore, ou à peine, et pour voir comment l'Iran a résisté à tout ça avec des milliers et des milliers de missiles fiables et précis. Je veux dire, ils auraient dû se dire, mon Dieu, on a misé sur le mauvais cheval. Oh Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Avant, on n'avait que du sable, mais maintenant, on a du pétrole. On ne peut pas boire du pétrole. On a besoin de ces usines de dessalement. Ah, on a du gaz. Oui, mais on ne peut pas manger du gaz. Ah, on a de l'or. Très bien, on pourra serrer l'or dans nos bras pendant qu'on meurt de soif et de faim. Franchement, allô, est-ce qu'ils vont finir par se réveiller? Je me trompais en pensant qu'ils l'auraient déjà fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à ce point figés, à ce point enfermés dans l'idée que les États-Unis vont venir les sauver au dernier moment. Si c'est le cas, pour moi, c'est la fin des monarchies du Golfe. Elles retourneront à la poussière, et dans la poussière, elles retourneront. D'accord? Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Il me semble qu'ils sont au cœur du problème. Ils veulent vraiment que ce soit ouvert, clairement. Est-ce qu'ils vont expulser les forces américaines de leur base? Je crois qu'il y a des dizaines de milliers de soldats américains au Koweït. Il y en a d'autres un peu partout dans la région. Il y a des marines et des unités de la 82e division aéroportée stationnées au large. Est-ce qu'ils vont leur dire de rentrer chez eux et essayer de trouver un accord avec l'Iran? Un genre de modus vivendi où ils pourraient coexister sans garder autant de richesses qu'aujourd'hui. Mais vous savez, on ne peut pas boire le pétrole. On ne peut pas manger le gaz. Et s'endormir ou partir pour l'éternité en serrant son or dans les bras, ce n'est pas vraiment une belle perspective. Alors je ne sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous croyez que les monarchies du Golfe vont enfin se réveiller et comprendre dans quel sens souffle le vent?
a little sign about that, Ray, because Un petit mot là-dessus, Ray. Parce que la guerre, ce qui s'est passé pendant la guerre, et même avant qu'elle ne commence, l'attaque de Doha par les Israéliens, je pensais que ça pouvait être un avertissement pour eux. Parce que Israël va réagir. Si Israël attaque Doha, on peut imaginer qu'ils peuvent attaquer n'importe quel pays de la région. Mais aujourd'hui, selon moi, tous les calculs ont été bouleversés dans chaque partie de la région. Du côté des Iraniens, comme du côté des pays du Golfe, à cause de la guerre et de ses conséquences. Il y a en ce moment un élément qu'on ne peut plus ignorer dans ces calculs. Cet élément, c'est le détroit d'Ormuz. C'est aussi le conflit permanent entre l'Iran et les États-Unis. Et je ne vois pas les États-Unis reculer, pas à cause d'Israël. Israël ne va pas reculer, et ils ont beaucoup d'influence sur l'administration Trump. C'est pour ça que je ne pense pas que cette administration fera quoi que ce soit pour essayer de désamorcer la situation en Asie de l'Ouest. Alors, qui sont ces pays du CCG? Quel serait leur rôle? Est-ce qu'ils vont rester sous la coupe des États-Unis, d'Israël et de l'administration Trump? C'est une vraie question. À mon avis, sur le plan économique, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas se débarrasser de leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Mais d'un autre côté, ils ont des problèmes de sécurité dans la région. Ils doivent en tenir compte. Ils doivent prendre ça en considération. Je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'au fond, ce ne sont pas des décideurs rationnels. Yeah. Well, you know, Oui. the Gulf Eh bien, states, of course, vous savez, les États du Golfe ont accordé aux États-Unis d'énormes concessions économiques et financières en échange de leur protection. En quelque sorte, c'est de l'argent de protection. Mais cette protection, ils ne l'ont plus. Alors quand vont-ils se réveiller? Quand vont-ils se dire « Mon Dieu, les Iraniens ne vont pas céder » Et peut-être « Mon Dieu, il faudrait qu'on passe un accord, qu'on trouve un moyen de s'entendre avec l'Iran et de dire « D'accord, on gère ça entre nous dans cette région. On n'a pas besoin d'ingérence extérieure. » Ce serait logiquement la chose à faire. Le problème, comme vous l'avez souligné, c'est Israël et son influence sur le président. Maintenant, il y a des élections qui arrivent ici en novembre. Et il y a aussi des élections en Israël en septembre, si je ne me trompe pas. Alors que va-t-il se passer d'ici là? Le détroit peut-il rester fermé encore longtemps? What's going to happen between now and then? Can the strait remain closed until then? If that happens, there's a worldwide. D'ici là, si ça arrive, on aura une dépression mondiale. Et est-ce que les États-Unis échapperont à ces effets? Non, pas du tout. Est-ce que le prix de l'essence va approcher les $10 le gallon avant les élections? Oui, très probablement. Ce qui m'inquiète, et là je parle de politique intérieure, c'est que Trump et sa petite équipe de conseillers sionistes n'ont visiblement rien à faire des élections de mi-mandat. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Pourquoi? Pourquoi aller se disputer avec le pape? Bon sang, alors que 55% des catholiques, j'ai honte de le dire, ont voté pour Trump la dernière fois. Alors vous voyez, je ne peux qu'en conclure qu'ils ont d'autres plans. Oui, d'autres plans. I can only conclude they have other plans. They have other plans. And so one way to look at this is that 250 Alors, years on peut voir les choses comme ça. 250 ans de République, c'est déjà pas mal. Quel que soit le critère. Est-ce qu'on sera capable de la préserver en novembre prochain? Franchement, je n'en sais rien. Parce que l'ICE, ces gens-là, la garde nationale, si Trump décide de les utiliser, et même une partie de l'armée, s'il reçoit l'ordre d'en employer une partie, peuvent empêcher l'élection ou l'influencer d'une manière qu'on n'a jamais vue en 250 ans. C'est pour ça que je pense que Trump serait encore plus obstiné, en plus de l'influence des sionistes, à ne pas lâcher prise. Ou vous savez quoi, je vais le dire clairement, j'ai parlé de Kennedy, il ne faut jamais mettre une puissance nucléaire face à un choix impossible entre une défaite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire.
Quelles sont les chances? Quelles sont les chances que quelqu'un dise à Trump, « Écoute, une de ces petites mini-bombes nucléaires sur cette installation iranienne-là, ça suffira. Ils vont céder, rentrer dans le rang et accepter nos conditions. » Qu'est-ce qu'il répondrait? J'en ai aucune idée. Aucune confiance du tout dans ma capacité à prévoir ce qu'il dirait. Et l'Iran non plus, la Russie non plus, la Chine non plus, ni les autres pays de la région. Dans ces conditions, mon Dieu, pire encore, est-ce qu'il donnerait à Israël la permission de... Je ne pense pas que les Israéliens, enfin peut-être qu'ils le feraient seuls. Ils ont aussi l'arme nucléaire, non? Ils sont dans une situation extrême. Netanyahou ira en prison si ça tourne mal pour lui en septembre. Est-ce qu'il le ferait? Est-ce qu'ils en parleraient aux États-Unis? Probablement pas. Est-ce que les États-Unis feraient semblant de ne rien voir et laisseraient faire? Donc vous voyez, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les enjeux sont énormes. Et la leçon pour l'Iran, à mon avis, c'est de suivre le guide suprême, qui semble plutôt habile en diplomatie. Je me souviens du mémorandum d'entente. Le guide suprême avait dit « Écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec vous là-dessus. J'ai des réserves. Mais bon, pourquoi pas, tentons le coup. On verra bien ce que ça donne. » Cet homme est très perspicace. Il est vraiment capable de dire ce genre de choses. Et il s'est exprimé hier d'une manière assez perspicace. Ce qui m'inquiète, c'est de mettre en colère des gens comme Trump ou Netanyahou, au point qu'ils se retrouvent face à un choix terrible, une défaite humiliante, ou l'usage de la seule chose qui leur reste, une mini-bombe nucléaire. Pas de la taille d'Hiroshima ou de Nagasaki, non, rien de tout ça. Franchement, faut pas plaisanter avec ça. C'est exactement ce qu'il faut éviter à tout prix, à mon avis. Et si cela veut dire réagir un peu plus prudemment aux frappes américaines, eh bien, œil pour œil, d'accord. Mais cet homme est imprévisible. Les conséquences pourraient être catastrophiques. Donc jusqu'à présent, je dirais que j'admire la manière mesurée dont les Iraniens réagissent aux dernières provocations.